Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan du challenge automne coréen proposé par Antastasia sur sa chaîne Antastasiali. Cette vidéo va être dense et riche, je l'espère, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et à vous montrer. Alors aujourd'hui je vais vous parler des 4 livres que j'ai lus, mais pas que. Alors là on est dans le 8e arrondissement de Paris, au centre culturel coréen qui s'étend sur 5 étages. Donc du rez-de-chaussée au 2e, c'est l'art coréen qui est mis à l'honneur, et au 3e étage, il y a une bibliothèque avec une salle de lecture, et enfin au 5e étage, des cours de cuisine coréenne sont proposés. Je vais surtout m'attarder sur les premiers étages car c'est l'art coréen qui m'intéresse. L'artisanat y est mis à l'honneur et les différents objets qu'on peut admirer sont tous produits à partir d'une technique typiquement coréenne qui s'appelle le nageon et qui consiste en l'incrustation de nacre dans les objets. Donc les artistes prélèvent la nacre sur les coquillages pour l'incruster dans leur création. Ensuite, les objets sont laqués plusieurs fois. La laque est récoltée à partir d'arbres à laque qui va ensuite être affinée. Elle sera de couleur rouge, d'un rouge foncé et qui permet de conserver les objets plus longtemps grâce à son effet imperméable. Cet art traditionnel a pris son essor au sud de la Corée près des côtes maritimes et en général c'est la nature qui est mise à l'honneur sur les différents objets. Autrefois cet artisanat était réservé à une élite, mais il s'est propagé ensuite dans les classes populaires. Petit thé vert au matcha en cours de préparation pour vous parler de Shimchong, fille vendue de Wang Sokyang, qui est un auteur contemporain que j'avais découvert l'année dernière dans Monsieur Han, et là je le retrouve avec ce bouquin. Et c'est un livre historique qui se déroule au XIXe siècle. Alors le livre va reprendre une légende coréenne, qui parle d'une famille très pauvre. En fait, Shimchong est né sous une mauvaise étoile, dans une famille extrêmement pauvre. Sa mère meurt peu après sa naissance et son père est aveugle. Donc il a peine à subvenir aux besoins de la famille.
Et un jour, son père va rencontrer un marin qui lui propose un marché, donc il lui demande 300 sacs de riz pour recouvrer la vue. Il n'a pas ces sacs de riz puisqu'il est très pauvre et en échange il va donner sa fille pour recouvrer la vue. Donc il donne Shimshong aux marins qui vont la jeter par-dessus bord et heureusement les dieux de la mer vont la sauver et vont la ramener à terre. Donc voilà un petit peu comment commence le livre, par une légende, et ça va être l'occasion pour l'auteur d'expliquer pourquoi Shimshong est vendue et comment elle se retrouve enrôlée dans un réseau de prostitution. Shimshong aura une vie très mouvementée puisqu'elle commence tout d'abord par être vendue à un vieillard en Chine, un riche homme d'affaires, et elle aura un statut assez élevé parce que l'homme est très puissant. Mais à la mort de son mari, elle n'aura d'autre choix que de continuer la prostitution, donc elle sera rachetée par un Européen et elle finira ensuite par rompre son contrat pour s'émanciper et racheter sa liberté. Donc elle va partir ensuite à Taïwan, elle fait comme ça beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, donc la Chine, Taïwan, ensuite elle ira au Japon en tant que geisha. Donc en fait l'auteur Hwang So-kyung va utiliser Shimshong, son personnage principal, pour la faire voyager à travers l'Asie et en même temps pour nous parler de certains conflits et de certaines révoltes qui ont eu lieu à cette période-là, donc entre 1850 et 1900 à peu près. Et donc il va dépeindre une réalité historique à travers le personnage de Shimshong. Il y a notamment 2 événements historiques qui sont très prégnants dans le bouquin, et d'ailleurs je vous encourage à faire quelques recherches dessus si jamais vous voulez lire le livre et que vous n'êtes pas très au clair avec ces points historiques, ça peut vous aider pour mieux aborder le livre. Tout d'abord, il y a la guerre de l'opium qui a opposé la dynastie des Qing à l'Angleterre, donc qui refusait que le commerce de l'opium se fasse sur son territoire. Dans un deuxième temps, l'Angleterre va être alliée par la France et les États-Unis et ils vont s'opposer à la Chine dans cette guerre. Il y a aussi la révolte des Taiping que je ne connaissais pas du tout. Ça part d'un homme qui s'autoproclamait frère cadet de Jésus et qui a comme ça enrôlé des milliers de personnes. Et c'est une révolte qui a été très meurtrière puisqu'il y a eu entre 20 et 50 millions de morts en 15 ans. Donc c'est le conflit le plus meurtrier de l'humanité. Donc voilà les 2 points essentiels, les 2 points historiques sur lesquels Hwang So-kyung base son livre. Mais c'est aussi une dénonciation de la prostitution, des réseaux mafieux, puisque Shimshong est en plein dedans. Et même si d'un point de vue extérieur, on a l'impression qu'elle prend sa vie en main, puisque c'est quelqu'un quand même qui va s'organiser dans la prostitution et qui va monter en grade, elle est très maligne, donc elle va essayer comme ça à chaque fois d'avoir des places importantes, mais malgré tout, c'est une victime du système et elle a une vie absolument abominable. J'en profite d'ailleurs pour vous prévenir qu'il y a quand même des passages très violents qui personnellement ne m'ont pas plu parce qu'ils sont vraiment très crus et très violents, donc c'est pas à mettre entre toutes les mains. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu le point négatif du livre parce qu'on n'avait pas forcément besoin que l'auteur entre dans tous les détails. On s'imagine bien à quel point ça peut être violent, mais là c'était vraiment écrit de façon très crue. Un autre point négatif aussi, même si j'ai bien aimé le livre, j'ai trouvé qu'on n'avait pas vraiment accès à l'intériorité du personnage, donc même si Shimshong vit des choses atroces, c'est pas un personnage très attachant auquel on s'identifie. On n'a pas vraiment accès à tout ce qui est psychologique, à toute son intériorité, à ce qu'elle ressent, donc on est un petit peu comme extérieur à ce personnage et c'est vrai qu'on a du mal à s'attacher à lui. Donc finalement, Hwang So-kyung relate les mœurs d'une société, il fait une description historique très poussée, très précise, mais c'est vrai que le côté psychologique pêche un peu et je pense qu'en tant que lecteur, c'est surtout ça qu'on essaye de retrouver dans les personnages et personnellement, c'est ce qui m'a manqué. Néanmoins, c'est quand même un livre que je vous conseille, vous apprendrez beaucoup de choses, surtout sur cette période historique qui est vraiment très riche et très bien dépeinte. Mais c'est vrai que si vous êtes quelqu'un de sensible, je ne vous le conseille pas forcément parce qu'il y a vraiment des passages très difficiles à lire
Et c'est peut-être pas le premier bouquin à lire de cet auteur, j'ai préféré Monsieur Han. 바쁜 시간에 와주셔서 감사합니다. 남편을 죽이는 31가지 방법은 제가 신춘문예 대필작인데요. 제목을 왜 그렇게 저도 잘 모르겠어요. 근데 그 제목 덕분에 20몇 년이 지난 여기 프랑스까지 올 수 있지 않았을까라는 생각을 하거든요. 그래서 제가 얼마 전에도 느끼는 게 이 사람들의 어떤 성장 환경 그리고 가족의 존재의 중요성 뭐 이런 것들이 굉장히 많이 그 자료 속에서 이렇게 불우한 환경도 있구나 뭐 이러면서 되게 좀 많이 느꼈던 것 같아요. 그래서 주로 제가 작품을 쓸 때는 가족 이야기. La famille c'est la société, micro-société qu'on rencontre à la naissance, donc la première société. Et aussi, c'est une société que tout le monde appartient, auquel tout le monde appartient. Tout le monde a cette cellule. Ensuite, j'ai lu En beauté de Kim Hoon. Alors c'est un petit livre qui se lit très facilement, il fait à peine 100 pages. Et c'est l'histoire d'un père de famille qui vit un drame, puisque sa femme et mère de ses enfants vient de mourir d'un cancer. Et il va devoir vite reprendre une vie normale, parce qu'on le harcèle au travail. Et donc il est directeur d'un grand groupe de cosmétiques, directeur commercial, et il doit s'occuper de plusieurs campagnes publicitaires. C'est comme si on lui laissait pas le temps de faire son deuil et que l'argent passait avant la vie, avant les sentiments, avant tout. Alors j'ai beaucoup aimé ce petit bouquin qui retranscrit à merveille l'état dans lequel on se trouve lorsqu'on est en deuil. On a l'impression que le monde autour de nous va trop vite, qu'on est dans une autre dimension temporelle, une dimension beaucoup plus lente dans laquelle on a besoin de digérer les informations et de prendre le temps qu'il faut pour faire son deuil. Et à côté, on a un monde qui continue de tourner, qui va très vite et on est vraiment en décalage avec le monde extérieur. Donc c'est une critique des sociétés modernes qui n'accordent plus de temps au deuil, une société dans laquelle l'argent est au centre de tout et qui fait passer la mort au second plan. Ensuite, j'ai lu Deux personnes seules au monde de Kim Young-ha, un auteur coréen contemporain. Et j'avais beaucoup d'espoir sur ce livre parce que la 4e de couverture m'attirait énormément. Donc ça m'intriguait, j'avais envie de le découvrir. Je vous cache pas que j'ai été un petit peu déçue. En fait, il s'agit d'un recueil de nouvelles, de 3 nouvelles, et j'ai préféré la première aux 2 autres, que j'ai trouvé un peu plus aboutie, un peu plus travaillée. Donc la première nouvelle va parler d'une relation fusionnelle entre un père et sa fille, au point que la fille délaisse sa propre vie et se coupe un petit peu du monde et des autres membres de sa famille, comme sa propre mère et sa sœur. Ces 2 dernières vont d'ailleurs lui en faire la remarque et elle va un petit peu se remettre en question et réfléchir au sens de la vie parce que son père va décéder et ça va remettre un petit peu en cause toute son existence. La deuxième nouvelle s'intitule « Je ne suis pas un épi de maïs »
Et c'est celle que j'ai le moins aimée. C'est l'histoire d'un écrivain coréen poursuivi par son ex-femme et son agent. Et c'est une nouvelle assez étrange, assez loufoque, qui n'a un peu ni queue ni tête, donc j'ai pas vraiment accroché à cette nouvelle. Et la troisième nouvelle va parler d'un enfant qui a été kidnappé. Alors c'est surtout pour cette nouvelle que j'avais acheté le livre, à vrai dire, et je pensais que ça allait être un coup de cœur et la nouvelle que j'allais préférer, et pas du tout. En fait, ça parle d'un couple qui a perdu des années auparavant son enfant, qui a été kidnappé, et qui le retrouve des années plus tard. Il a été retrouvé par la police, mais le lien ne se fait plus. En fait, il y a quelque chose de cassé et de coupé entre l'enfant et les parents, et ils ont du mal en fait à renouer les liens et à recréer quelque chose. Donc ça va parler d'un amour qui est un peu cassé, un peu perdu. Donc globalement, j'ai pas trop accroché avec ce bouquin parce que j'ai trouvé que le style de l'auteur était vraiment trop simple. Il n'y avait pas vraiment de recherche d'écriture, c'était écrit trop simplement, et puis les histoires n'étaient pas si abouties que ça, donc j'ai pas vraiment accroché avec ce livre. Et quand j'étais à Gilbert Joseph, j'ai acheté 2 autres livres de cet auteur. Tout d'abord La mort à demi-mot. Alors c'est un livre qui a l'air policier. J'ai commencé à lire les premières pages, mais j'ai pas du tout accroché. Tout d'abord le style de l'auteur, c'est pas ce qui me plaît, et j'ai trouvé encore une fois trop simple et pas vraiment abouti. Et en plus de ça, j'ai trouvé que c'était loufoque, un peu comme la deuxième nouvelle du livre précédent, 2 personnes seules au monde. Et du coup, j'ai vraiment pas accroché, donc j'ai laissé tomber. Et le troisième bouquin, c'est Qu'est devenu l'homme coincé dans l'ascenseur, que j'ai complètement mis de côté aussi, parce que donc j'ai été déçue par les 2 livres précédents, et j'ai même pas tenté de découvrir celui-ci. Donc dites-moi en commentaire si vous les connaissez, s'ils valent la peine, et voilà ce que vous en avez pensé. C'est toujours intéressant d'avoir vos avis. On parle un peu cinéma avec Poetry, qui est un film de 2010, c'est un drama. Et il va parler d'une vieille dame qui s'appelle Mija et qui est passionnée de poésie et qui va s'inscrire à des cours pour apprendre à écrire des poèmes. Donc c'est une femme très douce, un peu dans la lune, elle est excentrique, et elle va vivre un drame qui vient complètement en opposition avec son train de vie paisible et sa personnalité flegmatique. Elle vit avec son petit-fils et elle va apprendre qu'il a violé en réunion une jeune fille de son âge. Donc il s'agit d'un viol collectif sur mineur, et ça va complètement chambouler son existence. Donc il n'y a pas vraiment de discussion entre la grand-mère et son petit-fils, tout est un peu... tout se mure dans le silence, il n'y a pas vraiment d'affrontement. Et l'attitude un peu molle de la grand-mère peut parfois énerver, parce qu'on a envie de lui dire mais dis quelque chose, enfin fais une discussion avec ton petit-fils, c'est quand même grave ce qu'il a fait, donc on a envie parfois de la secouer, mais elle se mure dans le silence. On dirait que c'est trop difficile pour elle d'affronter son petit-fils sur ce sujet-là. Les pères des garçons qui sont aussi concernés par le viol vont essayer de trouver un arrangement financier pour dédommager la famille et surtout pour la faire taire. Il s'agit d'une famille pauvre, donc avec un peu d'argent, ils se disent qu'ils font pas trop de vagues et qu'il n'y aura pas de procès. Mais la grand-mère a beaucoup de mal à réunir cette somme d'argent, et on n'a pas l'impression qu'elle a envie de se battre, elle est un peu impuissante, et parfois son comportement agace, et on finit par douter de son envie de régler le problème. Mais finalement on la comprend, puisqu'elle est plutôt du côté de la justice, elle est plutôt du côté du bien, puisque c'est quand même assez injuste que ces violeurs, même s'ils sont mineurs, échappent à la justice juste en donnant de l'argent. Donc finalement, elle a un comportement complètement juste, et donc c'est ce que j'ai bien aimé aussi dans ce film, c'est le comportement de la vieille dame qui est toujours honnête, droit, et surtout le contraste qu'il y a entre le monde poétique et le monde violent auquel elle doit faire face. Donc c'est un film que j'ai bien aimé, qui est intéressant, et je vous le conseille.
Le rythme est un peu lent, on peut parfois s'ennuyer un peu, mais finalement il y a un beau message derrière et j'ai plutôt bien aimé. Ensuite, j'ai vu Parasite, un film sorti en 2019 que j'ai beaucoup aimé, c'est un coup de cœur. Et c'est un film qui est difficile à ranger dans une catégorie parce qu'il est à la fois comique, dramatique et un peu gore aussi par moments. Il va nous plonger dans l'horreur et c'est très bien ficelé, très bien rythmé. En fait, c'est l'histoire d'une famille pauvre qui vit dans les bas-fonds de la Corée et qui va réussir à s'infiltrer dans une famille très riche. Donc ils vont élaborer en famille tout un tas de stratagèmes pour faire virer les employés actuels de la maison et pour les remplacer un à un. Donc il y a déjà le chauffeur du mari, la cuisinière, la prof du dernier enfant. Enfin, ils vont essayer de prendre les places de tous les employés actuels. Et comme ça, ils vont un peu sortir de leurs conditions de misère et vivre une belle vie dans cette maison très riche. Mais en même temps, ils vont devoir ruser parce qu'une fois à la maison infiltrée, personne ne doit savoir qu'ils font partie de la même famille. Donc ça donne lieu à des scènes très cocasses et donc c'est super comique. Donc c'est un film qui a reçu de nombreux prix et qui a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2019. Et on le comprend parce que c'est un film très bien réalisé avec de nombreux rebondissements et vraiment je vous le recommande, vous passerez un excellent moment. C'est à la fois drôle, dramatique, enfin il y a un peu de tout dans ce film. En tout cas il est très sympathique à regarder, vous passerez un excellent moment et je vous le recommande à 100%. Et on termine par mon coup de cœur, Fille de la mer de Marilyn Bracht, qui est une autrice américaine d'origine coréenne. Donc c'est un livre à deux voix qui fait parler deux sœurs. D'un côté, il y a Anna qui est la sœur aînée et qui va se laisser faire prisonnière par un soldat japonais qui s'approche un peu trop d'elle et de sa sœur. Et pour éviter qu'il ne kidnappe sa petite sœur, elle va se laisser kidnapper. Donc quand c'est Anna qui parle dans le livre, elle nous conte son histoire à partir de son enlèvement et toutes les atrocités qu'elle va subir de la part des soldats japonais. Le livre va aborder des sujets lourds comme la prostitution, la maltraitance et la condition des femmes en temps de guerre. Donc elle va devenir ce qu'on appelle une femme de réconfort pour les soldats du camp adverse. Et elle va vivre une jeunesse horrible parce qu'elle est vraiment petite quand elle est faite prisonnière. Et elle en tire une fierté parce que grâce à elle, sa sœur échappe au pire et elle préfère se sacrifier plutôt que sa sœur souffre. Et de l'autre côté, il y a Amy qui est la petite sœur et qui a été épargnée et qui a réussi à survivre à la guerre pendant tout ce temps-là. Et elle a réussi à construire une famille, donc elle est devenue grand-mère et on la retrouve quand elle est âgée aux côtés de sa famille. Et elle n'a qu'une envie, c'est de retrouver Anna, sa sœur avec qui elle n'a pas grandi et de savoir ce qu'elle est devenue. Donc du côté d'Amy, les thèmes abordés vont être la honte et les secrets de famille.
Donc elle s'est tue pendant des années, elle n'a jamais parlé de cette histoire à personne et en fait ce secret est vraiment trop pesant pour elle et un jour elle craque et elle va tout faire pour retrouver cette sœur. Mais je ne vous en dis pas plus, je ne vous dis pas si elle réussit à la retrouver et tout ce qui se passe ensuite. Donc c'est un livre vraiment passionnant, très prenant et il est assez épais mais on ne le lâche pas, il est vraiment incroyable, on le dévore du début à la fin. Et on ne sent pas les pages qui tournent, c'est vraiment un livre qui nous plonge dans une histoire et dont on ne ressort pas indemne. C'est un livre qui marque et franchement je vous le conseille à 1000%, il est vraiment génial. Et il était conseillé d'ailleurs par une des libraires dans la librairie Le Phénix, là où j'ai été précédemment dans le 3e arrondissement de Paris. Et je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté. Parce que c'est un livre voilà, qui m'a transportée, j'ai vraiment beaucoup aimé. Cette vidéo est maintenant terminée, un grand merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je remercie également Antastasia pour ce challenge magnifique. J'ai appris beaucoup à travers mes lectures, les films et tous les lieux magiques que je suis allée voir à Paris. C'était vraiment très intéressant et j'espère que ça l'a été pour vous aussi. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.